Mesdames, Messieurs, nous démarrons la une des journaux de ce vendredi 3 mai 2019 par le matin. Le matin titre 2 jours d'échauffourée à Cotonou. Après les violences, l'heure de la paix. Élection législative du 28 avril 2019 et non du 285 avril. La Cour donne les résultats définitifs. C'est le matin qui titre l'UP, 47 députés, Bloc républicain, 36 députés et 27,12% du taux de participation. L'intégralité de la décision de la Cour et puis grande réalisation du PAG commune, du PAG, c'est bien ça, du PAG commune, c'est ça, le 28 avril, le pont de Womé ouvert à la circulation. Journée internationale de la liberté de presse ce jour, le message de l'amicale des retraités de la presse écrite du Bénin. Nous pouvons également lire à la une du journal Élection à la HAC, élection à la HAC, haute autorité audiovisuelle de la communication. Il y a un peu d'erreur à la une de ce journal. Catégorie des hommes des médias, 12 candidats pour 3 places. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien le matin. Et puis Conseil des ministres du mercredi 2 mai 2019, c'est plutôt du jeudi 2 mai 2019, d'importantes mesures prises. Nous passons à la une du quotidien La Nation. La Nation, proclamation des résultats définitifs par la Cour, les 83 élus de la 8e législature connue. C'est à la une du quotidien La Nation qui titre Situation post-électorale. Aurélie Agbenonsi édifie les diplomates au Bénin. Aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou, de Kadieron, réaménagement du rôle départ de l'aérogare passager. Nous pouvons également lire à la une du quotidien La Nation, célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse édition 2019, message de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Ce matin, le matinal titre en manchette législative du 28 avril, les résultats définitifs de la Cour. On peut lire la Cour recale Benoît Degla. C'est à la une du quotidien Le Matinal. Mesures gouvernementales contre les violences post-électorales, préserver la paix et mettre fin au désordre. Plus de précision à la page 11 dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Ancien député à l'Assemblée nationale, Paulin Tomadaga, nous quittait il y a 10 ans. Le Matinal s'en souvient. Le leader du jour titre ce vendredi, verdict du scrutin législatif du dimanche 28 avril 2019. Honorable C. Gagnon porte haut le flambeau de l'Union progressiste dans la 17e circonscription électorale. On peut lire également à la une du quotidien Le leader du jour, résultat des législatives du 28 avril 2019. La Cour constitutionnelle confirme les grandes tendances annoncées par la Sénat. Rencontre. On va passer à la une du quotidien Les Pharaons. Les Pharaons titre ce matin, journée de la liberté de la presse, la tribune de Joël Tchobé. Actualité politique, l'invite des Républicains à la sauvegarde de la paix, c'est à la une du quotidien Les Pharaons, qui titre également regard sur l'actualité sociopolitique. Le Bénin n'est pas en crise d'ici Aurélien Agbenonsi. Et puis, acte de violence dans le pays, le gouvernement dénonce la présence massive d'étrangers recrutés pour attenter à la stabilité de l'État. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la une du quotidien Les Pharaons. À présent, nous allons passer à la une du quotidien Les 4 vérités. Les 4 vérités titrent en vérité ce matin, proclamation des résultats provisoires des législatives 2019. La liste des 83 députés élus, Union progressiste 47, Bloc républicain 36. Violence post-électorale au Bénin, il faut préserver la paix à tout prix. Talon est favorable au dialogue avec Yahi Soglo et les opposants. C'est ce qu'on lit ce matin à la une du quotidien
les 4 vérités, proclamation des résultats provisoires des législatives 2019, la décision de la Cour, un taux de participation de 27,12%. Qualification aux Jeux africains 2019, 2 matchs et 2 défaites pour le Bénin. Conseil des ministres à la une du quotidien Les 4 vérités, contribution d'une base de données, constitution d'une base de données des aspirants au métier d'enseignant du primaire et de secondaire général. Nous passons à la une du quotidien La Nouvelle Génération. La Nouvelle Génération titre ce matin CEA Acte 2019. Le président Adjamonsi fait un point à la presse. La nouvelle génération titre également crise post-électorale. Ensemble, œuvrons pour la paix, gage du développement du Bénin. La violence ne produit pas le bien et le Bénin ne mérite pas d'être saccagé. Palais de la Marina à la une du quotidien La Nouvelle Génération. Compte rendu du Conseil hebdomadaire des ministres du jeudi 2 mai 2019. Nous passons à la une du quotidien Libération qui libère l'information ce vendredi en titrant « Violence post-électorale, talon ouvert au dialogue pour ramener la paix ». Législative du 28 avril dernier, les 83 députés proclamés élus par la Cour UP 47, BR 36. Face au corps diplomatique, le ministre Agbenossi rassure la communauté internationale. C'est allié à la une du quotidien Libération qui titre également enseignement au primaire et au secondaire général vers la constitution d'une véritable base de données. Le télégramme, proclamation des résultats définitifs de la Cour, les 83 députés élus de la 8e législature, album photo des députés, Conseil des ministres, le point sur les actes de vandalisme perpétrés dans le cadre du processus électoral. Regard sur l'actualité socio-politique, le Bénin n'est pas en crise, d'ici Aurélien Agbenossi. Législative 2019, le journal titre « Le peuple a été courageux et clair » selon Lionel Zissou. La pétanque Idrissou Ibrahima décroche les championnats du monde pour le Bénin. Le confrère de la matinée titre ce matin en marge des 3e mondiaux de pétanque individuelle, doublette et mix doublette en Espagne. Idrissou Ibrahima décroche les championnats du monde de pétanque pour le Bénin. Bénin, décision au sujet des élections législatives du 28 avril dernier. Les 83 députés déclarés élus par la Cour constitutionnelle. On peut également lire un dernier titre à la une du quotidien Le Confrère de la matinée. Préoccupé par la situation politique au Bénin, l'Union africaine invite le talon et l'opposition à accorder leur violon. La Croix titre ce matin, jeudi international, journée internationale de la liberté de presse, le Bénin à la croisée des chemins. C'est ce qu'on peut retenir comme titre. La Croix titre également Diocèse d'Abomey, hommage au père Franck Aïchaoui, entrée dans l'Eucharistie éternelle. Nous allons terminer par le Béninois libéré, Corneille Aïssé. Le Béninois libéré libère l'information en titrant confirmation des tendances de la Sénat par la Cour constitutionnelle, l'intégralité de la décision, liste des 83 députés. Et puis, face à la détermination des forces de l'ordre de protéger les populations, les mutins de Yayi, comme du CAC 1000 dans un verre d'eau. Le Bénin enfin déparasité, Cotonou est calme. Conseil des ministres vers la valorisation d'un site hautement touristique, une base de données des enseignants aspirants désormais établie. Voilà, Freddy Loïs Davos, ce qu'on peut retenir comme titre à la une du quotidien. Corneille Aïssé, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, Corneille Aïssé, voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme titre à la une des journaux de ce vendredi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Merci à vous, Arnaud Mori Agoua. Donc, l'actualité au Bénin. Nous allons commencer par le tout dernier quotidien. Oui. Le Béninois libéré, qui a libéré justement l'information. Oui. Mais à notre connaissance, il n'y a quand même pas de mutin au Bénin. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de mutin au Bénin. Un peu plus loin, il y a un autre journal qui a titré que les étrangers ont envahi le Bénin pour pouvoir... je pense quand même que ceux qu'on a vus sur les images ne sont pas forcément les étrangers. Je ne sais pas quelle information le service des renseignements détient, mais quand même les attroupements que nous avons vus sur les images, ceux-là qui sont en train de lancer les pierres, ceux-là qui sont en train de brûler les pneus, pour le moment, j'ose croire fondamentalement qu'il ne s'agit pas des mutins et qu'il s'agit vraiment des jeunes mécontents de certains quartiers de la République, sauf preuve contraire. Justement, il faut savoir choisir les mots. Absolument, absolument. Parce que ces journaux sont lus sur le plan international également. Il ne faut pas faire croire que voilà, c'est le cataclysme et que... c'est comme si on a mis en place une mutinerie et autres. Oui, et puis il y a une réaction populaire face à une situation donnée. Il ne faut pas que la presse, justement... C'est ce que nous avons condamné d'abord déjà hier, qu'on est haïtien. Je pense quand même que nous devons savoir, raison garder en tant que journaliste, savoir que nous avons un rôle à jouer pour apporter la paix. La paix doit commencer par les journalistes, par les messages que véhiculent les médias. Nous ne devons pas contribuer à mettre de l'huile sur le feu, parce que quand ça va s'embraser, jusqu'aujourd'hui, on cite encore cette radio Mille Collines comme la radio qui a été à la base du génocide au Rwanda. Je ne souhaite pas qu'un journal ou bien une télévision ou une radio soit cité comme à la base d'une mutinerie au Bénin ou des trucs. Donc nous devons savoir, raison garder, savoir que avant de mettre, de titrer ou du moins d'écrire certains mots, il faudrait que nous pesons cela. Ce n'est pas parce que nous sommes un pays de paix qu'il va falloir parfois ne pas mesurer, qu'il va falloir négliger certains aspects parce que la paix, elle est fragile et donc on doit en tenir compte. C'est ce à quoi nous invitons, même si nous n'avons pas de leçon à donner à quelqu'un, c'est ce à quoi nous invitons certains confrères dans le traitement de l'information. Et c'est le moment de rappeler le thème de cette journée mondiale de la liberté de la presse, les médias pour la démocratie, journalisme et élection en temps de désinformation. Ça colle très bien avec l'actualité au Bénin. Alors, nous allons y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas à cause de Bénin qu'ils ont expressément libellé le titre ici? Ça paraît comme une certaine coïncidence. Tout à fait. Mais je crois quand même que nous devrions quand même tirer les leçons qu'il faut. Une coïncidence heureuse. De ces événements. Alors, nous avons lu également, il faut préserver la paix. Tous les quotidiens sont revenus là-dessus. Tout le monde chante, il faut préserver la paix. Mais les actes posés par les uns et les autres disent le contraire. Ça, je ne jette pas le tort sur une sensibilité ou une chapelle politique, mais nous constatons malheureusement que d'un côté ou de l'autre, d'un camp ou de l'autre, les actes posés en réalité sont contraires à ce que tout le monde chante. On dit il faut préserver la paix. Qui sont ceux qui chantent la paix? Qui sont ceux qui chantent la paix? Aujourd'hui, on voit à la une des journaux qui invitent à la paix. C'est normal. Jean-Baptiste Elias, je voudrais particulièrement rendre hommage à cet homme parce qu'il a été pratiquement l'une des premières personnes qui, dans sa sortie, a déjà vu ce que nous vivons en ce moment. Il a déjà vu venir et il avait déjà commencé par alerter, inviter au calme et tout, mais personne n'a regardé de son côté, personne n'a pris en compte ce qu'il disait. Il y a des actes qui ont été posés successivement qui nous ont amenés à ces 2 jours de violence que nous avons observés. Ces 2 jours qui ont eu des faits dans d'autres quartiers où des jeunes se sont levés également jusqu'à Glas, jusqu'à Saint-Jean et Saint-Jean ailleurs. Et je pense quand même que pour pouvoir préserver la paix, il faut toujours
poser des actes qui n'amèneront pas à la violence. Tout à fait. Donc quand les gens disent migbo, 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 et vous dites mijo, mido, mijo, mido, mijo, mido là, finalement, on ne mesure plus là où ça peut nous conduire. Et donc ce n'est pas après avoir posé des actes qui peuvent appeler la violence qu'il faut commencer par crier chanter, oh la paix, oh la paix, oh la paix. La paix là, ce n'est pas un mot. Et le président Houphouët-Boigny l'avait déjà dit, c'est un comportement. Et nous devons l'intégrer. Nous devons l'intégrer dans notre subconscient et vivre forcément avec cela. Parce que il y en a qui ne sont pas prêts à avoir des comportements qu'il cesse alors de chanter la paix, la paix. Oui, il ne sert à rien de chanter la paix du bout des lèvres et derrière quand ça... on n'intègre pas dans les comportements, dans les décisions qui sont prises. Quand vous dites la paix, au vu aussi de tout le monde, quand vous passez derrière, vous dites comme ça. Voilà. Vous faites comme ça. Il faut mettre le feu, il faut mettre le feu. Non, nous ne voulons pas de l'hypocrisie. Nous voulons des pays apaisés. Et surtout le dialogue. Le dialogue, parce qu'on dit souvent que c'est du dialogue que jaillit la lumière. Je pense qu'il n'y a pas encore péril dans la demeure. Il n'y a pas encore péril dans la demeure. J'ai encore lu des gens qui ont lancé des appels depuis les Béninois de l'extérieur et d'autres personnes qui ont demandé à ce qu'on aille à une table de dialogue. Encore là, la question reste posée. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc la question reste posée. Puisque vous parlez du dialogue, nous avons lu également dans la une tout à l'heure des quotidiens qui font cas, parce que le président Patrice Talon est ouvert au dialogue et la préservation également de la paix. Alors, que pensez-vous quand même? Les quotidiens sont revenus là-dessus. Patrice Talon ouvert au dialogue, prêt à discuter avec Nicéphore Sogolo et autres. Nous avons vu, avant les élections, 2 rencontres entre le président Patrice Talon, Nicéphore Sogolo, et suite à la première rencontre, le président Sogolo a fait des déclarations. Mais de l'autre côté, rien de ce qu'il a dit n'a été respecté par l'autre côté, parce que quand le président Sogolo disait en ce moment que le président Talon serait disponible à faire baisser la tension politique, à retourner aux anciennes lois qui ont servi à son élection, à prendre l'amnistie pour que ceux qui aujourd'hui se retrouvent, même si je ne dirais pas que c'est des exilés politiques, reviennent au pays et tout, mais la suite des événements, c'est carrément tout le contraire. Aujourd'hui, on a vu quand même que du côté de la mouvance présidentielle, les élections sont organisées, les 83 députés sont connus, validés par la Cour constitutionnelle. Le dialogue maintenant va servir à quoi concrètement? Que doit-on faire? Pour répondre rapidement à toutes vos préoccupations, moi, je ne voudrais... Est-ce que c'est après que tout le jeu soit peut-être fait déjà qu'on reste ouvert au dialogue? Non, en fait, ce titre n'engage que le quotidien qu'il a inscrit à sa une. Nous n'avons pas, jusqu'à preuve de contraire, une demande de rencontre entre le président Patrice Talon et les deux anciens chefs de l'État. Et donc, on ne sait pas sur quoi, sur quoi ce quotidien s'est basé pour nous envoyer ce titre à la une ce matin. Et vous savez bien comment ça se passe si ce n'est pas de la communication, si ce n'est pas pour communiquer pour le gouvernement. Je ne vois pas juste là aucun message défilé ou bien aucune bande défilée sur une télévision qui invite, ou bien une lettre déposée par le ministre de l'Intérieur au domicile d'un président, d'un ancien chef d'État pour dire que le président Talon est ouvert au dialogue. Et donc qu'on cesse de nous envoyer ces titres-là, si ce n'est pas avéré, à la une, qu'on arrête un peu cette communication et qu'on passe aux choses sérieuses. Si vraiment le président il est ouvert au dialogue, on pose les actes et voilà, on sait qu'il y aura dialogue et que voilà, il y aura une table autour de laquelle les anciens présidents et le président Patrice Talon vont dialoguer. Mais jusque-là, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si je peux oser dire que le verre est tiré. Je ne sais pas, mais je constate que le rouleau compresseur a été déroulé. Et donc, nous en sommes à
à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Et la prochaine étape, c'est l'installation. Les résultats de comment on dit, les décisions de la Cour constitutionnelle sont, comment nous disons, sont souveraines. Non, c'est pas ça. Oui, souveraines, mais il y a et sont sans recours. Voilà, merci. Voilà. Donc, sans recours, hier, le président de la Cour constitutionnelle avec ses sages, les autres sages, étaient sagement installés dans leur fauteuil. Il faut apporter une précision, la Cour qui a retrouvé le taux de participation de 27%. Oui, en tenant compte des bulletins nuls. Le chiffre officiel maintenant, c'est 27%. 27%. Voilà, on était à 22,99%. Donc, nous sommes à 27,12% et donc les bulletins nuls ont été pris en compte selon cette décision. Et donc, voilà, on connaît les résultats, on connaît les 83 députés. Une élection largement boycottée. Maintenant, autour de quoi on veut faire le dialogue? Est-ce que c'est encore la remise en cause des élections? Faut-il reprendre les élections? Que faut-il faire? Bon, moi, je ne sais pas autour de quoi on veut faire le dialogue. Donc, on va plus interroger Libération pour en savoir davantage, peut-être pour en revenir là-dessus lundi. Allons maintenant à la une d'autres quotidiens aussi. Les propos du ministre Abenochi face à la communauté internationale sur la situation sociopolitique. Le Bénin n'est pas en crise. Le Bénin n'est pas en crise. Ce sont les mots du ministre Abenochi. Cette phrase peut avoir deux connotations. Un pays qui est en crise, c'est un pays où ses habitants ne peuvent plus y vivre, où les habitants ont déjà, par exemple, leur bagage sur la tête et prennent des sentiers et fuient. Blocage au niveau des institutions, plus rien ne marche, c'est la débandade. Et donc, c'est un pays en crise. Voilà, les pharaons, mais je pense que c'est de cette crise que parle le ministre des Affaires étrangères. Cette crise qui ne pourra plus permettre aux institutions étrangères d'avoir la paix. Cette crise qui va obliger la diplomatie, les autres pays, à rappeler leurs ambassadeurs, à rappeler leurs diplomates. C'est de ça qu'il parle, selon moi, parce que nous sommes en diplomatie. Et donc, mais il faut reconnaître, j'ai parlé de connotation, il faut reconnaître qu'il y a une petite crise entre frères. C'est comme dans une famille. Dans une famille, il peut y avoir crise. Et ça peut ne pas atteindre une dimension de la toute grande famille. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle d'une petite famille, ça dit père, mère, les enfants. Il peut y avoir crise, mais ça peut ne pas atteindre la grande famille, élargir la grande famille. Et donc, cette crise existe. Cette crise entre politique, entre hommes politiques, la classe politique, divisée, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement la classe politique béninoise divisée. Si vous voyez ces échauffourées à Kadiaoun, ce n'est plus la classe politique seulement qui est divisée. Oui, mais c'est la conséquence de ce qu'on a vu à Kadiaoun, ce qu'on voit à Kadiaoun. Qu'on ne veuille pas, il y a une certaine fracture sociale aujourd'hui. L'unité nationale, la cohésion qui a pris un coup, il faut quand même le reconnaître. C'est la ce n'est pas seulement à Kadiaoun, parce que ça a pris encore ailleurs, dans d'autres quartiers et dans d'autres villes du pays. C'est une expression, une affirmation diplomatique ou une certaine hypocrisie qui se cache dans les choses, ou c'est parce que quand on se situe dans un camp donné, vous avez vu quand même, nous avons l'habitude de suivre l'actualité sur les médias étrangers. Vous parlez de l'expression. Vous avez vu hier, je ne pense pas qu'il ne s'agit pas d'une hypocrisie. Plusieurs médias internationaux qui ont fait zoom, qui sont restés hier câblés. Longtemps, nous avons fait la une de plusieurs émissions. Et pas parce que justement il y a des actes forts de paix, il y a des actes forts de développement, mais c'est des échauffourées, c'est de la violence. On tire sur des gens, on fait ci, des gens ont eu le courage d'affronter les forces de sécurité. Et ça, c'était une mauvaise image quand même que le Bénin a pu projeter hier. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On dit qu'il n'y a pas de crise. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais est-ce qu'il faut attendre que tout le pays soit forcément embrasé avant de reconnaître qu'il y a une crise? Il n'y a pas une crise
a chassé du pays la communauté internationale, a chassé du pays les diplomates. La preuve, les diplomates ont pu se déplacer pour venir s'asseoir pour répondre à l'invitation du ministre qui a pu leur dire qu'il n'y a pas eu crise. S'il y avait crise, ils ne pourront pas se réunir dans cette salle-là et parler. Mais au-delà de ça, je l'ai expliqué. Ce qui existe, c'est normal que ça inquiète la communauté internationale. Parce que, imaginez-vous, ceux qui sont à l'extérieur, qui voient ces images, se demandent si nous continuons pas à se déplacer dans ce pays, si nous continuons pas à vivre, pas à respirer. Mais oui, nous respirons, mais si on n'a pas l'habitude de voir ces genres de choses dans un pays comme le Bénin, alors il y a problème. Et donc, je ne sais pas s'il faut qualifier ça de crise ou autre. Donc, il y a problème. Forcément, il y a problème. On ne peut pas être devant ces situations où des jeunes gens affrontent les forces de l'ordre, ou barricadent les routes, prennent en otage des artères et puis détruisent des immeubles publics, font encore quoi? Vandalisent et puis volent. Il y a eu du pillage parce que, par exemple, au ministère de la fonction publique, c'est le ministère du Travail. Pour ce que j'ai suivi hier, des agents qui étaient en formation à Porto-Novo sont revenus, n'ont plus trouvé leur moto, une vingtaine de motos disparues, des voitures saccagées. Et donc, s'il n'y avait pas une crise, pas à la taille de ce que disait le ministre, mais une petite situation qui ne marche pas au Bénin. On ne peut pas observer ces images qui passent sur les chaînes internationales. C'est une réalité. Les chaînes ont filmé au Bénin. Ce n'est pas d'autres images que ces chaînes ont montrées. Et donc, quand même, il y a une situation à laquelle la classe politique, ou du moins le ministre des Affaires étrangères et le gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, espèrent trouver des solutions. Donc, il trouve que ce n'est peut-être pas une crise majeure, mais c'est une crise qu'on peut qualifier de mineure. Ça, c'est l'affaire de faute mineure et de faute majeure. Bon, en tout cas, moi, je parle de crise mineure. Ça se poursuit. Ce n'est pas une crise à la limite. Alors, le quotidien Télégramme qui nous rapporte ici la réaction de Lionel Zinsou. Le peuple a été courageux et clair, selon Lionel Zinsou, quand il se prononçait sur la situation au pays. Le Télégramme, voilà. J'ai lu rapidement. Arnaud Martin Tonissé, si vous avez le Télégramme à nous envoyer, voilà, le Télégramme. J'ai lu rapidement. Législative 2019, le peuple a été courageux et clair, selon Lionel Zinsou. Il n'a pas dit que ça. Il a dit que nous devons contribuer à enraciner la démocratie parce que c'est l'acte, c'est ce à quoi lui il aspirait, et très tôt il a reconnu son échec. C'est pour participer à l'enracinement de la démocratie. Je le paraphrase. Et donc, s'il affirme que le peuple a été courageux et clair, c'est que il est en train de dire quand même que le peuple a réussi à s'exprimer, à exprimer son mécontentement. Voilà. Vous le savez, c'est pour la première fois qu'on observe un taux de participation pour la première fois qu'à une élection, qu'il n'y ait que des représentants d'un camp donné. Je ne sais pas de ça que je veux parler, mais si c'est ça qui vous intéresse, il n'y a pas de problème. Non, tout part de là. Mais c'est pour la première fois. C'est en réaction par rapport à cela que nous avons vu ce taux de participation faible. Oui, c'est pour la première fois que nous avons un taux de participation aussi faible. Selon les derniers résultats de la Cour constitutionnelle, fait 7,12%. Et donc, le peuple a été courageux parce que le peuple n'a pas accepté cette façon de procéder. C'est-à-dire que, comme vous l'avez évoqué, deux partis du même camp, le peuple n'a pas accepté qu'on le limite dans ses choix. Qu'on le limite dans ses choix, qu'on lui impose un choix. Donc, je pense que c'est dans ce sens que l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou trouve que le peuple est courageux et que le peuple s'est exprimé, c'est ça, le peuple a été courageux, a été clair. Voilà, a été clair. Le peuple, on a dit ici, le peuple a boudé les unes. Et donc, le peuple a eu le courage. C'est une façon
façon de s'exprimer. C'est une façon de... Quand vous me parlez et que je ne vous réponds pas, c'est une réponse aussi. Bien sûr. Donc, c'est une réponse que le peuple a donnée. Donc, il trouve que le peuple est courageux et que le peuple a été clair, mais et il invite à ce que nous participons à l'enracinement de la démocratie. On n'a qu'un seul pays et que si nous cassons tout, nous vandalisons tout, l'État sera encore obligé de mettre la main à la poche pour reconstruire tout et puis ce sera le perpétuel recommencement alors que ce qui est visé, c'est que ceux qui n'ont pas d'infrastructure, qu'on puisse leur en donner afin que nous puissions véritablement amorcer un développement. Et pour finir maintenant, Arnaud Mouriagoua, quel est votre regard sur la presse béninoise? Mon regard. Pour le moment, moi, je n'ai pas reçu de menaces. Je n'ai pas reçu de menaces. Je n'ai pas été intimidé par le gouvernement en place, par des personnes... Le gouvernement intimide pas non, mais je suis en train de... Vous avez demandé mon regard. Vous me laissez aller jusqu'au bout. Je pense, comme je le répète tout le temps, nous, en tant que journalistes, ne sommes pas là pour faire du mal à quelqu'un. Nous, à la limite, on est là pour dire ce qui est. Surtout quand on ne vend pas notre âme. On n'a pas vendu notre âme. Nous n'avons pas vendu notre âme ici à Eden TV. Nous sommes là pour contribuer véritablement au développement à travers la crédibilité de l'information. Et nous faisons de telle sorte pour que les informations que nous donnons ne puissent pas être encore de l'os dans la gorge, source de tension. Donc, on veille au traitement de l'information. Et par conséquent... Ça vous me fait dire quelque chose. Vous avez suivi la sortie des jeunes patriotes. Vous avez suivi sur certains médias. Vous avez suivi des extraits quand même qui choquent. Nous en avons parlé hier. On ne va pas rappeler ici, mais plateau. Des extraits qui choquent. Oui. Les politiciens peuvent jouer à leur géopolitique. Mais quand ça vient au niveau de la presse, nous devons quand même savoir choisir ce qu'il faut pour respecter la déontologie et l'éthique. Vous avez suivi des extraits qui, à la limite, a dit on ne reviendra pas là-dessus. Écoutez, Koné Yaïssé, si vous me le permettez, c'est la passion. Grandes audiences. C'est la passion. Il y a des rédactions qui, aujourd'hui, sont passionnées. Ça dit qu'on n'arrive plus à faire la différence entre la communication, c'est au-delà de la communication, au-delà de la communication même. Ils sont en mission. Ces rédactions sont en mission. Ils sont en contrat. Sont en partenariat. Je ne dirais pas, mais je dis en mission. Parce que avant de mettre une information sur la place publique, il faut mesurer la portée de l'information. Et ça ne m'étonne pas quand des médias viennent livrer. Ce n'est pas tout le peuple béninois qui était à la conférence, le point de presse donné par les anciens présidents, le dernier point de presse. Tout à fait. Nous savons ce que nous avons entendu là-bas. Bien sûr. Mais qu'ils suivent le traitement que nous en avons fait. Parce que nous ne pouvons pas faire un traitement pour porter atteinte à notre gouvernement. Le chef de l'État en place, quand même, c'est une institution qu'il représente. Et nous ne pouvons pas laisser prendre notre télévision et se servir de notre télévision pour qu'on dise des choses de notre président de la République. Et donc, c'est ça le traitement de l'information. Mais après, de l'autre côté, ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent répondre, prendre la défense du président de la République, c'est aussi en retour des presses qui doivent savoir raison garder pour ne pas laisser dire encore d'autres choses qui iront... Si vous lisez les réseaux sociaux, vous vous dites, mais on est où là? On est où là? Et qui sommes-nous pour juger des gens, des anciens présidents? Ou qui sommes-nous pour juger le président en exercice? Non, nous devons savoir raison garder. Et quand vous voyez des presses livrer des informations ouvertement, où on insulte le président de la République en place, ne demandez pas aux autres de ne pas livrer les réponses où on insulte maintenant les anciens présidents. Je l'ai dit ici hier, nous ne devons pas contribuer à ce que le pays s'enflamme. Au contraire, chaque jour, comme l'ont fait certains journaux ce matin,
nous devons appeler et contribuer à la paix. Pourquoi se mettre dans des compromis? Pourquoi se mettre le gouvernement en place n'a pas demandé aux organes de presse de travailler de cette manière, même si ces organes sont en contrat avec le gouvernement. Je ne parle pas du contrat du gouvernement. Le gouvernement en place n'a pas demandé à des organes de travailler de cette manière. Parce que le traitement de l'information, on sait comment ça se fait. Je ne parle pas du contrat du gouvernement, mais vous en avez peut-être qui ont des contrats avec des hommes politiques ou des cachés dans l'ombre. Et quand vous suivez les informations parfois, on essaie quand même de faire l'image. Et même si ça doit écorcher un certain nombre de choses en matière de critères de traitement de l'information, c'est après tout l'image également des journalistes que nous sommes. Il faut en parler, il faut le dénoncer, il faut réellement... Parlant de la journée mondiale de la liberté de presse, je pense quand même que c'est heureux qu'aujourd'hui nous soyons dans un pays où, même si on dit de temps à autre, en nous tapotant l'épaule, continuez de critiquer tel ministre, continuez de critiquer tel ministre. Ben, on comprend que c'est amical, mais ce n'est pas des critiques. Nous répétons ici que nous apportons notre contribution, notre pierre à l'édifice pour que, ensemble, s'il y a des erreurs, on puisse les corriger pour ne pas paraître ridicule aux yeux du monde. Et donc, on remercie quand même ceux-là, c'est la société civile, Reporters sans frontières, tous ceux-là qui portent un regard sur la presse nationale, internationale, et peut-être qui exercent des pressions qui ne disent pas leur nom pour que les journalistes puissent s'exprimer. C'est heureux que nous soyons dans un pays où nous puissions nous exprimer, que ceux qui ont envie de faire du vrai journalisme et non du journalisme de caniveau, comme le dit notre aîné Ephraim Quenom, comme le disait Ephraim Quenom, journaliste de caniveau, ceux qui n'ont pas envie de faire du journalisme de caniveau et veulent faire du vrai journalisme, nous sommes heureux que on puisse les laisser aller au vrai journalisme et non au journalisme du caniveau. Et donc, il faut saluer également, même si tout récemment, il y a eu des faits à déplorer concernant l'arrestation de Casimir Pédior, il faut quand même... dégringoler dans le classement RSF. Oui, il faut quand même saluer le gouvernement en place pour le travail qui se fait pour que voilà. Et puis, c'est aux journalistes même de faire le... Dans ce sens, vous constatez qu'il y a des choses qui se font. Pour s'imposer face à la pression. Moi, je ne vois pas beaucoup. S'il y a des pressions. Je ne vois pas beaucoup de choses qui se font dans ce sens. Bonne fête. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes dans des rédactions? Parce que lorsque ça va être suffisamment, le journaliste est suffisamment bien traité, je crois quand même qu'il n'a pas besoin d'attendre peut-être les trucs sur les reportages. Il n'a pas besoin d'aller faire peut-être les promoteurs. Se mettre en vous contact avec évoquez des aspects qui concernent les responsables d'organes de presse. Au haut niveau, si ça descend dans les rédactions, ce n'est pas au gouvernement qui viendra. Il faut plutôt nous adresser aux associations de journalistes. Quels sont les instruments légaux et juridiques en la matière qui protègent les journalistes? De l'UPMB, je parle d'autres associations. Améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, ce n'est pas seulement les promoteurs, ce n'est pas seulement les structures fêtières, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi de pouvoir en place. C'est aussi ça aussi. Ça dépend des priorités de chaque régime, de chaque... Merci à vous. Ça arrange les conditions des journalistes, comme ils l'ont fait pour les enseignants du supérieur. Est-ce qu'une doléance de votre part? Bon, et donc on demande au chef de l'État et au ministre de la Communication qu'à partir de maintenant, ils n'ont qu'à prendre les yeux de personnes âgées pour regarder dedans pour les journalistes, pour améliorer les conditions. Et ainsi, mais aussi de Gouboko.
il faut reconnaître l'effort de Comme on certains promoteurs quand même de médias au Bénin. Il faut reconnaître les efforts de certains promoteurs de médias au Bénin. Ça, il faut pas oublier de le dire. Merci à vous, Carnot. Ils doivent en faire davantage. Ils doivent en faire davantage. Carnot François ils doivent avoir davantage et veiller à ce que... Parce que le journaliste, il n'a pas le moral. Peut-il venir dire tout ce que nous disons sur ce plateau? Si le journaliste n'a pas mangé chez lui, peut-il venir dire ce que nous disons? Donc, il faudrait que... Oui, je n'ai pas dit qu'il ne mange pas. Comme vous parlez de conditions, c'est une façon. Voilà. Donc, le journaliste, il n'a pas le moral dopé. Il ne peut pas faire le boulot. Donc, à chaque jour qui passe, nous devons penser à cela. Et nos promoteurs, nos responsables doivent penser à cela. Parce que nous sommes face au public, nous sommes à l'écran, notre voix est entendue à la radio. On ne doit pas ressentir dans la voix du journaliste qui n'a pas mangé et qu'il a des soucis. Et on ne doit pas voir ça sur son visage non plus. Donc, nos promoteurs doivent veiller à cela afin que ceux qui sont face au public aient toujours la joie au cœur, aient, le moral dégagé pour bien analyser, réfléchir et non le cerveau enrhumé par les soucis. Donc, merci. C'est ce que je pense. Merci à nous, Mori Agua.